Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau rendez-vous d'actualité webinar. J'accueille à nouveau aujourd'hui Maître Christelle Bach, avocate à la Cour au barreau de Paris. Bonjour Christelle. Bonjour Muriel, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, on a un sujet d'actualité tout à fait brûlant à traiter, qui était attendu d'ailleurs depuis le mois de mars, puisqu'il avait été annoncé, vous le savez, dans le cadre du Covid, un nouveau tableau de Aujourd'hui, 18 septembre, Maître Christelle Bach va donc vous expliquer tous les tenants et aboutissants de ce tableau, de ce nouveau tableau de reconnaissance de la maladie professionnelle liée aux affections respiratoires les plus graves suite au Covid-19. Alors, c'est d'autant plus intéressant comme actualité que il n'a pas forcément été accueilli il n'a pas forcément été accueilli comme il se doit, j'ai envie de dire, par les partenaires sociaux. La CFDT et FO ont déjà trouvé que ce tableau était un peu léger, puisque vous le verrez, il est assez restrictif dans ses conditions d'application. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Christelle Bach pour justement vous expliquer tout cela. Mais avant cela, je vous rappelle que vous avez un chat à votre disposition qui vous permet d'échanger, de réagir aux propositions et aux annonces qui sont faites par Maître Bach, mais aussi un forum des questions, enfin un petit onglet questions où je récupérerai toutes les questions que vous pouvez poser pendant l'intervention et elles seront posées en fin d'intervention à Maître Christelle Bach qui prendra le temps d'y répondre. Si toutefois il y avait trop de questions, je les transférerai par mail à Maître Bach qui répondra ensuite par un mail que je ferai suivre à tous les participants. Je laisse la parole tout de suite à Christelle et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci bien. Alors, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Muriel, effectivement, on va aborder un décret qui est plus que d'actualité, puisqu'il est paru au journal officiel le 15 septembre, et sur donc, la reconnaissance aux maladies professionnelles des pathologies graves du Covid pour les travailleurs. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, donc ce projet de décret est arrivé en pleine crise sanitaire que nous avons rencontrée, à un moment où le personnel soignant, surtout en l'absence de masques, de gel, en l'absence de toute mesure protectrice, beaucoup d'entre eux Alors attention Christelle, Christelle, il y a des problèmes de son apparemment, le son n'est pas assez fort de votre côté. Sinon, pour les participants, c'est mieux. Ça devrait être mieux, effectivement. Sinon, pour les participants, n'hésitez pas à augmenter dans l'onglet haut-parleur de votre côté votre son. Merci. Merci de m'avoir prévenu, Muriel. Donc, c'est dans ce contexte de crise sanitaire, de scandale même sanitaire, que le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, a annoncé le 23 mars dernier qu'un projet de décret serait prévu pour que les soignants, surtout, c'était d'abord les soignants, puissent voir reconnaître leur pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Ce décret prévoyait donc de créer un tout nouveau tableau de maladies professionnelles. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'issue de cette annonce du gouvernement de prendre en charge au titre des maladies professionnelles les pathologies des travailleurs soignants, il a été également prévu, dans la mesure où d'autres travailleurs ont été atteints également de la Covid durant leur activité professionnelle, surtout pendant le confinement, il a été prévu d'élargir cette reconnaissance de maladies professionnelles à d'autres travailleurs. C'est donc l'objet de ce décret qui quand même a été rédigé en juillet 2020, qui a peiné à sortir, qui s'est fait attendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été retranscrit donc par le décret du 14 septembre, qui a été publié au journal officiel le 15 septembre, et avec une date d'entrée en vigueur, soit le lendemain du jour de sa publication, c'est-à-dire le 16 septembre. Avant de vous présenter le décret, je vous fais quand même un petit rappel en fait sur la législation, enfin les dispositions législatives en matière de maladies professionnelles. Juste un tout petit rappel historique.
La législation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles date de 1898, maladies professionnelles 1919. L'idée consistait à faire en sorte que les salariés n'apportent plus la preuve de l'origine de leur pathologie liée à l'activité professionnelle. En échange de quoi, ces salariés bénéficiaient d'une indemnisation forfaitaire au titre de leur maladie. Donc ça, je vais vous expliquer. Concrètement, la maladie professionnelle est visée par l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans des tableaux. Voilà, on en arrive à ces fameux tableaux. Ainsi, effectivement, si une maladie est visée par un tableau, et je vais vous expliquer comment, si en plus le salarié remplit certaines conditions, la pathologie du salarié est présumée comme étant une maladie professionnelle. Voilà, donc c'est cette notion de présomption qui est très importante et qui découle directement des tableaux. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces tableaux de maladies professionnelles? Il faut savoir qu'ils sont toujours fixés par décret et à l'issue d'études épidémiologiques qui mettent en évidence une fréquence anormalement élevée d'une pathologie chez des travailleurs présentant des caractéristiques communes eu égard à leur activité professionnelle. Et donc là, vous voyez, on retrouve bien cette idée avec le personnel soignant eu égard à la Covid. Ces tableaux, comment sont-ils constitués? Ils comportent 3 ou 4 colonnes. La première colonne désigne la maladie, donc la pathologie. La deuxième colonne désigne le délai de prise en charge médicale ou la durée d'exposition du risque. Et la dernière colonne, c'est la liste des travaux professionnels susceptibles de provoquer cette affection. Ainsi, pour qu'une pathologie d'un salarié soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, vous voyez que plusieurs conditions doivent être remplies afin de bénéficier de la présomption. Premièrement, la pathologie doit être inscrite dans le tableau des maladies professionnelles. C'est la première colonne. Deuxièmement, l'assuré doit avoir été exposé au risque dans le cadre des travaux listés. Ça, c'est la deuxième et troisième colonne. Et bien sûr, doit faire l'objet d'une constatation médicale. Le salarié, il ne suffit pas que seul le salarié déclare sa maladie professionnelle. Ça doit relever d'un médecin qui doit remplir un CERFA, donc c'est un CERFA 60 39 50, et où le médecin va faire tout un constat d'un ordre médical en faisant bien évidemment référence à un numéro de tableau professionnel. Attention, donc comme je vous l'ai dit, une maladie professionnelle, une pathologie, pardon, est présumée professionnelle dès lors qu'elle rentre dans, elle est visée directement par un des tableaux, mais il y a quand même d'autres cas de figure où une pathologie du salarié peut également être reconnue comme étant professionnelle, même si elle ne rentre pas dans le tableau. Il y a 2 cas de figure. Ça, c'est l'autre partie de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale. Premièrement, la première situation, c'est quand la pathologie du salarié ne figure pas dans la liste des maladies professionnelles, mais pour autant, elle a entraîné un taux d'incapacité permanente d'au moins 25%. Donc ça, c'est avec des séquelles. Ou, voilà, dans le pire des cas, la pathologie a entraîné le décès du salarié. Deuxième cas de figure, c'est si la pathologie du salarié ne remplit pas l'ensemble des conditions. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs conditions. Déjà, la nature de la pathologie, le délai d'exposition ou de prise en charge et la nature, la liste limitative des travaux. Donc, si par exemple, la durée d'exposition ne correspond pas à celle qui est prévue par un tableau, dans ces 2 cas de figure, il est quand même possible de démontrer que sa pathologie peut être reconnue comme étant d'ordre professionnel. Et pour ce faire, il y a une expertise individuelle
Donc, c'est une procédure un peu spécifique où intervient le comité de recours de reconnaissance des maladies professionnelles, plus communément appelé le C2RMP. Soit l'assuré ou la caisse peut ou doit, ça dépend dans quelle situation on est, saisir ce comité de recours régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est ce comité qui est constitué de médecins et qui va faire, au vu des données médicales qu'on lui fait remonter, qui va lui décider s'il y a un lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une procédure spécifique dès lors que, vous vous souvenez, soit on ne remplit pas toutes les conditions telles qu'elles sont précisées dans le tableau, ou si la pathologie a déclenché un taux d'incapacité permanent à au moins 25% ou malheureusement le décès du salarié. Et là, on rentre dans cette procédure spécifique, la saisine du C2RMP, et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Juste un petit aparté sur les formalités de déclaration de maladie professionnelle, mais parce que ça va nous intéresser aussi. La victime, il faut savoir que la victime doit déclarer à la caisse, non à l'employeur, sa maladie, donc avec le CERFA rempli par son médecin dans un délai de 15 jours. Cet imprimé CERFA sera envoyé, adressé donc à la caisse, et la caisse a 120 jours pour statuer, avec possible saisine du C2RMP. La caisse notifiera après sa décision, soit prise en charge ou pas de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il y existe bien évidemment une possibilité de contester la position du C2RMP dans les 2 mois auprès du comité de recours amiable, et également la possibilité de contester la position du CRA, enfin du comité de recours amiable, devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les 2 mois aussi de la décision du comité de recours amiable. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je vous en parle. Évidemment, par rapport à notre nouveau décret. Juste aussi, ça c'est bon à savoir, il y a une prescription de 2 ans pour la déclaration de maladie professionnelle, soit à compter du jour du décès, de la cessation du contrat de travail ou du jour de l'information du lien avec son activité professionnelle. Et également, et ça peut nous intéresser, à partir du jour de la promulgation du décret, du classement, si le salarié était atteint d'une pathologie avant la publication du tableau. Et là, on est pile dedans avec notre nouveau tableau sur les affections liées à la Covid. Parce que bien évidemment, les salariés ont été atteints de cette pathologie bien avant la parution de ce décret qui s'est fait attendre. Le principe de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, c'est un principe d'indemnisation, réparation forfaitaire. Pourquoi réparation forfaitaire? Quelque part parce qu'il y a de nombreux avantages pour le salarié de se faire reconnaître sa pathologie comme étant une maladie professionnelle. Premièrement, il a une meilleure protection contre le licenciement, au cas où, avec des indemnités de licenciement qui peuvent être doublées, enfin qui sont doublées les indemnités légales, un préavis aussi qui est dû. Il y a une meilleure couverture de frais de santé, surtout aucune avance de frais, excusez-moi, sur présentation de sa reconnaissance de maladie professionnelle. Il y a également une meilleure indemnisation si vous êtes en arrêt maladie, puisque là, on est à hauteur de 60% du salaire journalier pendant les 28 jours et 80% au-delà du 29e jour, ce qui est quand même assez conséquent. Éventuellement, vous avez le versement d'une rente si vous avez des séquelles. Et là également, la rente qui peut être viagère, c'est là que c'est quand même très intéressant, présente des montants quand même supérieurs à une pension d'invalidité classique. Éventuellement, il y a le versement d'une rente pour recours à tierce personne qui peut s'ajouter. Par contre, la contrepartie de cette réparation de forfaitaire, de cette prise en charge qui est quand même assez avantageuse pour tout travailleur, c'est que le travailleur renonce par avance à invoquer plus de son employeur, sauf faute inexcusable. Alors là, on voit bien que tout l'intérêt
était là. C'est-à-dire que quand il y a eu ce scandale sanitaire du personnel soignant qui malheureusement, voilà, s'est trouvé confronté à être, eux-mêmes malades, hein, alors même qu'on n'avait pas mis à leur disposition, tout matériel en fait, hein, professionnel en vue voilà, de les prémunir au mieux. En fait, il est là l'enjeu. C'est pour quelque part, si on leur permet de se faire déclarer en maladie professionnelle, ils renoncent à demander plus ultérieurement. Qu'en est-il de ce nouveau décret? 2 choses assez importantes. Il y a une reconnaissance automatique pour tous les personnels soignants, donc hospitaliers, soignants de ville, laboratoires, intervenant auprès des personnes vulnérables qui ont été atteintes de la Covid-19 dans sa forme sévère. C'est là que ça coince, voilà, pour certaines, voilà, comme disait tout à l'heure Muriel. Et il y a une reconnaissance facilitée pour les autres travailleurs. Alors, j'y reviendrai, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup plus de précision dans le décret au sujet des travailleurs non soignants. Ainsi, ce décret du 14 septembre publié au JO du 15 septembre et qui entre en vigueur au 16 crée un nouveau tableau de maladie professionnelle numéro 100 au niveau du régime de base et crée ce même tableau qui s'intitule, enfin, qui comporte le numéro 60 au régime agricole. Ça, c'est l'objet de l'article 1 et 2 du décret. Voilà ce fameux tableau de maladie professionnelle numéro 100 au niveau du régime de base. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez 3 colonnes. Première colonne, désignation de la maladie. Donc là, on voit que c'est quand même très détaillé. C'est affection respiratoire aiguë causée par une infection de la Covid, confirmée par examen biologique ou à défaut par une histoire clinique. Et c'est surtout là que ça a coincé et que ça a entraîné plusieurs mécontentements, c'est ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire. Donc là, voilà, la pathologie, elle est quand même très ciblée, elle est vraiment très limitée, heu ils n'ont pas voulu, voilà, élargir, enfin, aux affections liées à la Covid, à d'autres, affections neurologiques, entre autres, hein, voilà, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Seules les affections vraiment respiratoires et surtout ayant nécessité une oxygénothérapie, voilà, peut rentrer dans cette, au titre de la maladie professionnelle. Vous voyez là que le délai de prise en charge donc médicale est de 14 jours. Donc c'est quand même, c'est pas un délai très, très long. Après on se situe, il faut dire aussi que c'est logique parce qu'on se situe dans une pathologie sévère qui nécessite une oxygénothérapie. Donc forcément, le délai de prise en charge, on peut que comprendre qu'il soit assez court. Et là, à côté, vous avez toute une liste limitative des travaux. C'est-à-dire que dès lors que le personnel soignant voilà, accomplissait son travail, vous voyez, en présentiel, donc alors, dans les laboratoires, les services, l'entretien, l'administratif, donc tout ça, c'est quand même enfin, c'est énuméré et donc le personnel soignant doit absolument, enfin l'activité du personnel soignant doit absolument rentrer dans une de ces travaux, voilà, dans cette liste. Concrètement, pour les professionnels donc, qui exercent dans le secteur de la santé, peuvent bénéficier d'une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle si, comme je vous l'ai dit, ils rentrent dans les conditions telles que prévues par le tableau, c'est-à-dire dès lors que leur contamination a eu lieu dans le cadre de leur travail et que leur travail rentre dans une des listes des travaux, la colonne 3, et dès lors que la pathologie a entraîné une infection respiratoire grave avec recours de l'oxygénothérapie. Pour les travailleurs non soignants,
Pour eux, pas de tableau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique. Que prévoit l'article 3 du décret? Et c'est là qu'effectivement, il y a d'autres mécontentements. L'article 3 prévoit une procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle qui sera facilitée. C'est-à-dire qu'en lieu et place des comités régionaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, le C2RMP, il est institué un comité unique de reconnaissance nationale dédié à la Covid, qui sera constitué d'un médecin conseil et d'un professeur des universités praticien hospitalier et vraiment spécialisé en matière de Covid. Dans le cadre de la procédure simplifiée, par contre, aucun taux d'incapacité permanente ne sera exigé. Vous savez, je vous avais dit que dès lors que votre maladie ne bénéficiait pas de la présomption, parce qu'elle ne rentrait pas dans le tableau, il y avait 2 cas de figure où on pouvait quand même faire reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle. Vous avez le premier cas de figure, c'est dès lors que vous avez un taux d'incapacité permanent de 25% ou que malheureusement la pathologie a entraîné le décès du salarié. Et vous avez le cas de figure, c'est-à-dire dès lors que votre pathologie ne remplit pas totalement toutes les conditions. Là, on est vraiment dans le premier cas de figure, c'est-à-dire dès lors qu'un salarié a été atteint de la Covid pendant son activité professionnelle. Et là, aucune exigence de taux d'incapacité permanent n'est prévue. C'est en cela que le gouvernement prévoit donc une procédure simplifiée. Attention toutefois, il n'y a pas plus de précision dans le décret. Pour ces personnes, pour les travailleurs donc non soignants, ils peuvent, attention, hein, ils peuvent bénéficier de cette prise en charge spécifique dès lors que ce comité unique que je vous ai décrit tout à l'heure statuera en ce sens. Les travailleurs doivent réaliser une déclaration sur le site internet, déclarer ma maladie pro, ce qui était déjà possible avant la parution du décret, parce que le décret s'étant fait tellement attendre, le gouvernement a décidé néanmoins d'accorder une facilité déjà de première déclaration. Lorsque vous allez sur ce site, donc je reviens, excusez-moi, sur le site Déclarer ma maladie pro, pour les personnels non soignants, hein, on se rend compte qu'il faut annexer à sa demande plusieurs documents. On a le certificat médical initial. Donc ça, c'est le CERFA, c'est rempli par le médecin traitant qui va, lui, apposer la référence au tableau et surtout au constat mettant en exergue le fait que la pathologie a bien été due à la Covid. Un compte-rendu d'hospitalisation. Attention, là, ça y est, on arrive dans des conditions un peu strictes, mentionnant le recours à l'oxygénothérapie ou une assistance ventilatoire avec le diagnostic Covid-19, si c'est le cas, et le médecin traitant devra inclure toutes ces informations dans le certificat médical initial. C'est-à-dire que là, quand même, l'article 3 du décret prévoit une reconnaissance facilitée, des démarches facilitées, et puis en fait, on se rend compte qu'en cliquant sur le petit lien, il y a quand même tout un tas de documents à annexer, et on se rend compte que pour autant, la pathologie est là aussi assez verrouillée. C'est vraiment en cas de séquelles graves de la Covid. Également, vous devez annexer un justificatif d'activité professionnelle, ce qui est logique aussi. Pour les personnels salariés hors secteur des soins, il faut une attestation de l'employeur mentionnant l'emploi et les périodes d'absence. Effectivement, pour bien que le comité unique fasse le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. Seulement pour les ayants droit du salarié décédé de la Covid, une copie du certificat de décès en plus des pièces est demandée.
Et là, on en arrive à plusieurs remarques quand même. Premièrement, dans le décret même, il n'y a pas de précision sur le niveau d'atteinte de la Covid pour les travailleurs qui ne relèvent pas du personnel soignant. Toutefois, comme je vous l'ai dit, dans la liste des documents à annexer, on se rend compte que quand même, c'est assez verrouillé. C'est c'est vraiment en cas très grave, ayant nécessité une oxygénothérapie ou une assistante de ventilation. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Que le salarié devra annexer, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certificat. Donc, je reviens. Un certificat, une attestation de l'employeur mentionnant l'emploi et les périodes d'absence. Donc là, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est l'activité professionnelle pendant le confinement? Est-ce possible après, alors même que tout employeur était supposé mettre en place et prévoir les gestes barrières, le masque, le gel? Donc, là, il y a quand même un flou. Qu'en est-il de la nature de l'activité professionnelle? Parce qu'à la base, était prévue en fait l'activité professionnelle en lien, en contact avec le public, sauf qu'après, effectivement, il y a eu des remontées d'informations sur beaucoup de salariés atteints de la Covid dans les usines et les abattoirs. Il n'y en a aucune. Et surtout, comment, quelque part, apporter la preuve de la contamination de la Covid et de ses séquelles graves lors de son activité professionnelle, puisque, en fait, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une reconnaissance facilitée qui sera statuée sur pièce par ce comité unique. Et donc, forcément, moi, je m'interroge sur voilà, les probables recours qui vont avoir lieu, probable précision aussi, nécessairement, certainement de ce comité unique, parce qu'on ne sait absolument pas sur quoi il va se baser pour faire le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de questions. Également, qu'en est-il du financement de cette maladie professionnelle? Il est prévu normalement que ce financement soit mutualisé au sein de tous les employeurs, parce que une cotisation d'accident du travail, du trajet ou une maladie professionnelle, elle est fixée par entreprise au vu de sa taille, de son effectif, de ses activités et du degré des sinistres. Sinistres, pardon, en termes d'accident du travail, maladie professionnelle, etc. Donc, plus une entreprise présente a des salariés qui ont eu des accidents du travail, plus cette entreprise sera amenée à cotiser à un niveau assez élevé au titre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Là, le décret est complètement absent sur le financement de de ce nouveau tableau. On attend, c'est les informations qui remontent clairement, c'est le positionnement de la CARSAT. La CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. C'est elle qui fixe le taux d'accident du travail et de maladie professionnelle. On attend une circulaire de la part des CARSAT pour vraiment confirmer que ce financement sera mutualisé au sein de tous les employeurs, puisque l'objectif quand même de cette prise en charge, c'est de faire jouer surtout la solidarité en fait. Hein. Autre question aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est des débats ouverts et seul le temps hein, nous amènera au moins des premiers éléments de réponse. Autre question qui va se poser, c'est, comme je vous l'ai dit, vous vous souvenez, la reconnaissance de la maladie professionnelle d'une pathologie d'un salarié emporte indemnisation forfaitaire, c'est-à-dire que dès lors que le salarié est pris en charge au titre de la maladie professionnelle, il ne va pas se retourner contre son employeur, sauf faute aggravée, faute ce qu'on appelle la faute inexcusable de son employeur. Toute la question est de savoir, au final, si soit
il y a un nombre important de refus au titre de la maladie professionnelle et auquel cas il va y avoir beaucoup de recours des salariés qui vont se retourner contre leur employeur. S'ils ne sont pas pris en charge au titre de la maladie professionnelle, nécessairement, c'est qu'ils ne bénéficient pas de l'indemnisation forfaitaire et ils vont être en droit de pouvoir se retourner contre leur employeur. Autre question, si vous avez beaucoup de salariés qui vont bénéficier de cette reconnaissance de maladie professionnelle, on risque d'atteindre un taux record de taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc là, honnêtement, seul le temps nous dira si quelque part ce comité va aller plus dans un sens que de l'autre et sur qui, au final, la réparation va porter. Est-ce que c'est le droit à la réparation forfaitaire va primer? Est-ce que finalement, les salariés se retourneront contre leur employeur, à défaut de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle? Voilà, des questions Alors, en suspens. Merci Christelle. Alors, je pense que nos participants ont écouté attentivement. Ils n'ont pour l'instant pas posé de questions, mais je pense que c'est la nouveauté aussi du décret. Hein. Alors moi, par contre, j'en ai quand même une. En écoutant attentivement, donc j'ai bien compris que finalement, c'est plus le C2RMP qui prend la main sur les autres cas, c'est un comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles, alors à composition restreinte, je l'ai bien compris aussi. Alors, vous avez indiqué que pour le C2RMP, il y avait des cas de recours quand on n'était pas d'accord avec la décision du C2RMP. Alors, est-ce que là, le décret prévoit un cas de recours pour la décision qui nous serait qui pourrait être défavorable de ce comité unique? Alors, pour moi, oui, parce que l'article 3 pose des dérogations et en fait ne fait que remplacer, si vous voulez, par l'intitulé comité unique en lieu et place du C2RMP. Donc, de toute façon, dès lors qu'on rentre dans un processus de reconnaissance de maladie professionnelle, il est normal que le salarié, en cas d'absence, enfin en cas de non-reconnaissance, puisse avoir un délai de recours, puisse bénéficier d'un recours. Donc, effectivement, reste, et vous faites bien effectivement de relever cette information, cette précieuse information, c'est qu'effectivement, le salarié, en toute logique, enfin, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, pourra contester la décision du comité. Alors, ce n'est pas tout à fait la décision du comité unique. C'est-à-dire que la caisse va notifier la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance au vu de la décision du comité unique. Donc, de toute façon, d'un point de vue légal, cette reconnaissance ou cette absence de reconnaissance, elle doit être notifiée par la caisse. Et à partir de là, vous avez droit, vous basculez dans les délais de recours, dans les recours possibles, c'est-à-dire soit devant le comité de recours amiable dans les 2 mois qui suivent la décision d'absence ou de reconnaissance, soit après, au-delà, alors, il faut savoir que le comité de recours amiable, souvent, très, très souvent, suit la décision de la caisse. Ça, il faut le savoir, sur le terrain, c'est quand même ce qui se passe. Hein. Donc, après, vous avez la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les 2 mois qui suivent voilà, la position du comité de recours amiable. Et c'est là que je pense qu'il va y avoir… Alors après, il y a une stratégie à adopter. Est-ce qu'on reste en droit de la sécurité sociale? Mais ça, c'est un choix du salarié. Est-ce que vraiment il veut aller sur la réparation forfaitaire? Et donc là, il va aller jusqu'au bout des procédures en droit de la sécurité sociale, c'est-à-dire il va attendre la position de la caisse, ensuite éventuellement saisir le comité de recours amiable et éventuellement après saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Ou alors, le salarié va aller directement en droit du travail. D'accord. Ça peut être possible aussi. Après, en cas de faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire là, on est dans le cas de figure, et ça, je pense qu'il y aura aussi des situations similaires, c'est-à-dire l'employeur avait connaissance de la pandémie et malgré tout a exigé de ses salariés de se rendre sur le lieu de travail et ce, sans protection. Et là, on est typiquement, c'est-à-dire vraiment, on est dans le cas de figure d'un employeur
qui n'a absolument pas voulu appliquer, vous savez, le fameux guide. Mhm. Et là, dès lors que l'employeur, malgré la connaissance qu'on a eue de la pandémie, malgré, par exemple, la distribution des masques ou des gels ou des gestes barrières, a obligé les salariés à travailler, et ça a été le cas, hein. Là, le salarié peut invoquer la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire. Et là, ça peut aller très, très loin. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas effectivement de deuxième vague sur un plan sanitaire, il y aura en tout cas une grande vague sur un plan juridique par rapport à ce que vous annoncez, parce qu'effectivement, on sent bien effectivement qu'il y a une espèce de frustration par rapport à ce décret, une frustration par rapport à la prise en charge des personnes. Alors, même dans le cadre du tableau, parce que quand je vous entends me dire que c'est que pour le personnel soignant qui, en plus, a été sous oxygénothérapie, ça limite quand même considérablement les cas aussi. Hein. Et pour les autres travailleurs, n'en parlons pas. Alors justement, Danielle Herroir nous dit qu'elle siège au Césaire et elle nous dit que justement, elle siège à la Commission de la Santé et elle a fait inscrire une demande de reconnaissance pour tous les travailleurs qui ont été contaminés par la Covid sur le lieu de travail, mais aussi en allant au travail et durant le trajet, parce qu'il y avait aussi la problématique des transports en commun. Hein. Donc finalement, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment une problématique d'une très grande ampleur. On voit bien que juridiquement, toutes les questions sont loin d'être terminées et je ne suis pas convaincue qu'on aura non plus toutes les réponses à ces nombreuses questions. Donc, j'ai envie de dire que c'est un webinaire qui est à suivre puisque le tableau vient de tomber. Les questions, on les comprend, viennent de tomber aussi. D'ailleurs, les partenaires sociaux n'ont pas hésité, comme je le disais, à s'étonner, à s'interroger. Hein. La CFDT, par exemple, s'interroge sur le fait que le tableau ne soit pas applicable automatiquement à l'ensemble des salariés. Force ouvrière, de son côté, a également pointé du doigt un texte très, très insuffisant sur ce qui était, en tout cas, par rapport à ce qui était annoncé au mois de mars, hein, à l'effet d'annonce. Clairement, il y a une absence de précision pour la reconnaissance facilitée. Là, on a un petit peu peur, c'est un petit peu au bon vouloir du comité unique. Exactement. Surprésentation de ces documents, on verrouille. Alors même que cette présentation de documents n'a pas vraiment, c'est pas prévu par le décret. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui manque. Alors, donc, à mon avis, il y aura des précisions ultérieurement. Je pense. Et justement, Michel nous dit, pour les métiers essentiels, les salariés ont été obligés de travailler. Est-ce qu'on peut mettre en cause l'employeur en cas de maladie Covid ? Eh bien, c'est une question, Michel, qui reste posée et légitimement posée, hein, comme le disait Maître Bach. Oui. Ah, justement, il y a un choix, en fait, hein, c'est ce que je disais, stratégique. C'est-à-dire, soit le salarié va aller en droit de la sécurité sociale, avec sa reconnaissance de maladie professionnelle ou invoquer la faute inexcusable de l'employeur, parce que ça, il y a eu bon nombre d'employeurs qui ont obligé leurs salariés, et en dehors de tout masque, etc., soit le salarié va intenter un manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur, et là, plus en droit du travail. Alors attention, quand on est dans cette procédure, ça ne vise pas la réparation même de la maladie. Attention, c'est plus un manquement. Parce que la réparation de la maladie, le seul tribunal qui est compétent, c'est le pôle social du tribunal judiciaire. D'accord. Alors, vous l'avez compris, on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui aux nombreuses questions qu'on se pose. Néanmoins, on a quand même eu un éclairage tout à fait intéressant sur la publication de ce décret et je vous en remercie bien, Maître Christelbach, parce que c'est vrai que ce n'était pas évident avec les délais aussi. Donc, j'espère que vous avez tous pu avoir une vision un peu plus claire de ce tableau et surtout des enjeux qu'il pose dans les mois à venir. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans quelques mois. On verra un petit peu comment les choses évoluent et quelle est la jurisprudence autour de cette question de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Avant de nous quitter, je vous invite à répondre à notre sondage qui est en ligne pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et je vous dis à très bientôt. Alors, pas de prochain webinaire là tout de suite en vue. Alors, ce n'est pas qu'on n'a plus d'idées. Au contraire, on a plein d'idées. Mais c'est surtout qu'on a un problème de date pour caser tout ça dans le timing puisque les formations ont repris, vous le savez, en présentiel à l'IREO.
Et donc, eh bien, il faut se partager entre à la fois les formations et l'organisation de ces webinaires. Néanmoins, restez à l'écoute sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Nous ne manquerons pas de vous informer des prochains webinaires qui vont continuer, rassurez-vous. Merci, Maître Bach. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci à tous de votre participation et bonne journée et bon week-end par avance. Au revoir. Au revoir.